C'est génial, il y a du vrai café en plus ici, c'est vraiment... C'est pas le même que celui de la gare. Ah non, c'est sûr que non. Alors merci à toutes et tous d'être là pour la venue d'Arthur Depens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure gentiment, vient nous voir pour Night Club. Qui l'a lu? Première question, d'où est venue l'idée de Night Club? Pour ceux qui l'ont pas lu, ou celles qui l'ont pas lu, je sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont vu les 7 samouraïs, ou les 7 mercenaires, ou les deux, parce que de toute façon l'un est un remake de l'autre. Bah, c'est pareil mais avec des chevaliers, voilà. C'est très pratique parce que je peux le pitcher en 2 secondes, voilà. Donc en fait, j'aime beaucoup ces 2 films, surtout les 7 samouraïs parce que c'est le premier. En fait, j'aime beaucoup ce que ça raconte. Parce que ça raconte quoi? Ça raconte que pendant un temps de guerre, des mercenaires décident de s'allier. Des mercenaires issus de milieux très très différents, d'horizons très différents, décident de s'allier pour protéger un village. Donc ils ne mettent pas leur talent et leur expérience au service d'un pays, d'un envahisseur, mais au service d'une cause qui est pour moi très noble, qui est donc de défendre un petit village. Et donc ils jouent leur vie pour ça, et en même temps ils passent tout le film à se demander mais pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on court pas après l'argent? Pourquoi est-ce que voilà? Et en fait la réponse est très subtile finalement, elle est même pas très claire. En fait, elle se situe vraiment finalement un peu dans le cœur du spectateur, puisque on assiste vraiment littéralement à quelque chose de très brave et de très altruiste. Et comme c'est une histoire que j'aime beaucoup, et j'ai décidé de la transposer au temps des chevaliers. Pour la simple raison que j'aime beaucoup les chevaliers, voilà. Justement, c'était une de mes questions. Pourquoi justement à cette époque-là? Alors, en fait, oui, parce que j'aurais pu faire des chevaliers, mais ça aurait pu se passer en Europe, tout simplement. Pourquoi à cette époque et pourquoi à cet endroit? Alors, parce que, en fait, les croisades, c'est un moment où l'Orient, l'Occident se sont rencontrés. En fait, ça aurait pu être aussi au temps du Saint-Empire romain germanique contre les Turcs. Enfin, il y aurait eu d'autres moments, en fait, pour la tenue de l'histoire. Après, je trouvais que les croisades, c'était assez symbolique parce que effectivement, il y a beaucoup de pays beaucoup de cultures qui se rencontrent, qui se télescopent. Et surtout que peu de temps après, il y a les Mongols aussi qui vont arriver au XIIe siècle. Donc c'est vrai que c'est un moment de brassage. Et il y a plusieurs cultures qui coexistent parce qu'à l'époque, ce qui est maintenant Israël et la Palestine s'appelait le royaume de Jérusalem. Alors ça a duré 2 siècles, c'est pas énorme, mais beaucoup d'historiens disent que d'ailleurs ça c'est pas beaucoup, mais ça a changé beaucoup de choses, et on paye encore un peu quelque part les pots cassés de tous ces dégâts, parce que c'est vrai que ça n'a pas été quand même super glorieux, et donc j'avais aussi envie je trouvais ça intéressant que ça se passe au Proche-Orient. Alors il n'y a pas forcément de rapport direct avec la situation de maintenant. D'ailleurs, quand j'ai démarré, c'était une de mes questions du coup. Voilà, c'était pas encore, il se passe pas encore toutes les choses qui se passent aujourd'hui, surtout que là il se passe de plus en plus de choses tous les jours, mais d'une manière générale, je trouvais ça intéressant aussi que mes héros, de montrer que dans l'histoire, il ait pu y avoir des moments où, avec des alliances, et finalement que l'histoire n'est pas faite que de combats, de confrontations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui aiment bien résumer tout de façon très binaire, et moi je voulais raconter une histoire où au contraire les gens font cause commune. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Est-ce qu'il te fallait obligatoirement un socle historique véridique pour ensuite toi développer ton histoire qui part un peu dans tous les sens? Alors oui, je dirais oui et non, parce que c'est important quand même d'avoir une base. La chance voulait que à 5 minutes à pied de mon atelier, il y a l'Institut du monde arabe à Paris qui a une bibliothèque, et donc c'est dans cette bibliothèque que j'ai puisé
toutes mes références, qui sont d'ailleurs citées à la fin du livre. Alors il y avait Les croisades vues par les Arabes de Amin Malouf, qui est un peu le livre de base, enfin de référence pour Night Club, donc qui raconte les croisades mais vu côté musulman. Donc c'est très intéressant parce que ça balaye beaucoup de choses qu'on croyait, notamment de choses qu'on a appris à l'école. Donc ça déjà je trouvais ça important. Et pour la réalité historique, en fait en tout cas dans l'état de mes recherches, c'est vrai que ça se limitait beaucoup à Jérusalem et aux batailles et un tel a envahi tel endroit, etc. Et puis machin a repris tel truc. Après, ça racontait pas beaucoup. J'ai pas beaucoup trouvé de références sur ce qui était la vie d'un petit village perdu au fin fond de la campagne. Tout en banquet. Voilà. Et cela dit, ce qui m'a permis du coup, le village de Béthunia, de l'imaginer, en fait, de le fantasmer. Ah d'accord, parce qu'il n'a pas de base historique. Alors non, il n'y a pas de pour ce village, non. Enfin, il y a même en fait pas de base historique pour les villages. Alors bizarrement, j'ai trouvé des bouquins, par exemple, sur les actes notariés dans un village où il racontait que machin avait vendu un âne à truc. Alors ce qui est dingue, c'est que il y a tout ce qu'on trouve comme référence, soit c'est des grandes histoires, soit c'est des tout petits trucs. Typiquement, voilà les livrets de notaires ou les choses comme ça. Mais par contre, par exemple, ma question numéro 1, c'était un petit village perdu comme ça dans ce qui s'appelait le royaume de Jérusalem. Est-ce que les gens de ce village, déjà de quelle confession ils étaient, et est-ce qu'ils étaient au courant que ça s'appelait le royaume de Jérusalem? Si ça se trouve, ils continuaient de vivre, d'aller emmener paître leurs bêtes comme ça, sans se poser de questions. Ça, j'ai pas trouvé les réponses, malgré mes recherches. Donc, et là, je me suis dit, de toute façon, dans chaque fiction, il y a une part de réalité historique, mais il y a aussi une part de fiction. Je me suis dit, pour tout ce qui concerne le village, là, je vais inventer. Donc, j'ai décidé de faire un village justement qui était composé de plusieurs religions, où les gens vivaient quand même en harmonie. Et puis je me suis dit tiens, j'ai aussi l'idée de la forgeronne, donc qui est un peu l'équivalent de Panoramix pour Astérix, c'est-à-dire qu'elle fabrique des armures super sophistiquées. Séraphine, c'est ça, super sophistiqué pour les chevaliers, et puis c'est vrai que j'en ai fait du coup aussi un personnage central, puisque c'est elle qui recrute les chevaliers. Parce que ça ressemble un peu à Astérix. Il y a ce côté un peu village d'irréductibles, même si là c'est au travers de sept chevaliers, mais il y a cette confrontation, mais qui existe depuis très longtemps, surtout en fiction, mais du petit comité contre vraiment la grosse armée, et évidemment le lecteur ou le spectateur quand c'est un film, et évidemment du côté des petits. Et donc là, pour le coup, j'ai rien inventé puisque c'est quelque chose quand même qui existe depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui est intéressant, parce que en nombre, ils sont moins nombreux, mais c'est aussi le cas d'ailleurs dans les 7 samouraïs. Mais ils finissent quand même par l'emporter. Alors, je ne vais pas raconter ce qui va se passer dans le tome 2, mais c'est un diptyque. C'est un diptyque, voilà. Là, j'ai fait la moitié. Au début, c'était même censé être un triptyque, sauf qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais quand même déjà avancé pas mal dans le tome 1. Normalement, l'ordre, ça devait être tome 1, le recrutement, tome 2, l'entraînement, tome 3, la bataille. Ce qui est un peu le plan d'ailleurs qu'il y a dans les deux films. Et là c'est condensé. Et là, voilà. Et là, c'est pas que c'est condensé, c'est-à-dire que j'ai un peu dépassé le truc, j'ai même mis une bataille à la fin de celui-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses aussi que je décide au gré de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que je fais toujours une base. Enfin, je sais pas si ça faisait l'objet d'une autre question, mais c'est bien, un peu dérivé. Vas-y, moi, je te suis. Mais en fait, oui, pour toutes mes BD, j'ai toujours une base, un storyboard, c'est-à-dire, j'écris sur des feuilles au crayon, voilà. Mais évidemment, au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure de la réalisation, donc je fais mes planches une par une, et puis je vais trouver que finalement ça va pas, je suis pas très content de ce dialogue. Puis je vais toujours avoir des meilleures idées. Et donc, ça m'arrive tout le temps de réécrire au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que ton histoire est constamment en mouvement, en fait. Constamment en mouvement. Un exemple, il y a par exemple le personnage de Taïb,
qui est un assassin syrien. Au départ, au tout début, dans la toute première version, c'était un personnage très, très mystérieux, très ténébreux, très torturé, qui prenait des espèces de substances pour pouvoir combattre, donc qui était un peu possédé aussi. Et lors de la scène un peu de recrutement où il y a tous les chevaliers qui se font face, lui en fait je l'ai fait apparaître à une fenêtre, il tire un rideau et il est à poil. Et immédiatement, je me suis dit, mais non, en fait, ce personnage, il faut en faire une espèce de séducteur, une espèce de Don Juan, un peu mielleux, mais à la fois très très doué dans l'art d'assassiner les gens, parce que c'est quand même son métier, et en fait, c'était beaucoup plus drôle comme ça. Donc en fait, ça fait que j'ai viré plein de scènes qui étaient prévues pour finalement les remplacer par des scènes où il y avait peut-être plus de comédie. Donc après, tout est une affaire de dosage. C'est-à-dire que voilà, s'il y a trop de personnages sérieux, on n'arrive pas terrible. Ouais. S'il y a trop de personnages rigolos, ça devient un peu lourd aussi, mais pas dans le même sens. Voilà. J'ai 2 questions, je ne sais pas par laquelle je commence. Est-ce que tu sais où tu vas ? Pour le tome 2 ? En fait, est-ce que tu as déjà ta conclusion ou tu en as un éventail et ça va dépendre de là où, du chemin ? Alors non, la conclusion, je l'ai. C'est bon, elle sera pas très très différente de celle des films. Voilà, de toute façon, mais j'ai quand même une petite idée. Je sais pas encore si je vais la mettre, qui va faire un espèce de twist à la fin. Okay. Par contre, il y a des trucs que je sais. Je sais qui va tuer qui. Okay. Ah non, pas au sein des chevaliers. Enfin, ils vont pas ils vont pas s'entretuer. Parce ça, c'est impossible. Ils s'en mettent déjà un petit peu sur la figure. Alors, ils s'en mettent sur la figure tout le temps. Et c'est ça. Tout marche avec ça d'ailleurs, parce que au début, ils peuvent pas supporter. Il y a des différences culturelles, des différences de plein de choses qui font que ils arrêtent pas ils sont pas d'accord entre eux. Alors, beaucoup d'ailleurs concernent aussi justement la chevaleresque, l'idéal chevaleresque qui est quelque chose qui est bien, mais qu'il faut aussi parfois savoir transgresser. Mais par contre, je sais exactement qui va tuer le grand méchant, je sais exactement qui, à un moment donné, va faire un espèce d'acte de bravoure complètement inconsidéré pour sauver tel personnage, etc. Donc ça, j'ai déjà une petite idée. Par contre, ce qui est encore mouvant, c'est le milieu. Comment tu vas y arriver ? Là, j'ai déjà fait 20 planches pour le tome 2, il m'en reste à peu près 180. Enfin, ou 100. Il y en aura, ou 160, mais il y aura il fera à peu près la même épaisseur. Voilà. Du coup, oui, c'est le milieu, parce qu'en fait, c'est finalement faire une bataille, c'est compliqué en termes de mise en scène, mais par contre, voilà, on sait exactement ce qui va s'y passer. Là, faire le milieu, c'est-à-dire la vie dans le village, les petits commérages, les petites histoires et tout, en fait, c'est ça qui fait le sel, et c'est ça qui fait qu'on aime les personnages, et c'est ça en fait qui est le plus dur. C'était pareil pour Zombilenium, c'est-à-dire que il y avait les grandes lignes, un tel réussit à vaincre machin, ça ok, on sait qu'à un moment donné ça va arriver, il y aura une confrontation, etc. Par contre, le plus compliqué, c'était, tiens, là je vais rajouter une petite scène où à la machine à café, il y en a un qui fait une blague un peu à la The Office, en fait ça peut paraître... Ce qui se passe aussi, à un moment, ça, le ressort un peu dramatique et, bien sûr. Détendu. Ouais. Et en fait, c'est hyper important. Et il y a un truc, par exemple, moi en tant que lecteur de BD, quand je lis des BD, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup parce que j'étais censé faire partie du comité de sélection d'Angoulême, donc j'ai lu toutes les BD de 2025, okay. Voilà. Et un critère, moi, qui est assez déterminant en fait dans les BD que je lis, c'est les dialogues, et en particulier, est-ce que tous les dialogues portent sur la résolution de l'intrigue ou pas ? Ce qui n'est pas le cas ici. Non, alors c'est quelque chose justement que moi j'évite à tout prix, c'est-à-dire que je considère, il faut qu'à un moment les héros parlent de la quête, il faudrait nous fabriquer des armures, blablabla, bon, c'est important, mais aussi à un moment, il faut qu'il y ait des moments où ils déconnent entre eux, il faut qu'ils parlent d'autre chose. Et il y a des BD, pour moi je trouve ça assez regrettable, où les personnages ne font que parler de la résolution du conflit, ou alors par exemple, c'est le cas, c'est pour ça que je suis pas très très fan de ça, mais le premier film d'Harry Potter, les 3 héros ne font que parler du problème. Tiens, si on allait dans le bureau de Voldemort avec la clé qui ouvre le coffre magique de machin, mais non, parce que nanana, enfin, et à aucun moment il y a un personnage qui dit non, moi j'ai pas envie.
moi j'ai envie de faire autre chose. En fait, c'est trop premier niveau, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les personnages ils vivent leur vie, quoi. Il faut qu'ils s'amusent, enfin, il faut qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils fassent d'autres choses aussi. Enfin voilà, et c'est pour ça que c'est un truc auquel je prête vachement d'attention. C'est tout ce qui est à côté, tout ce qui est la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage il se réveille, il y en a un autre qui va lui faire une blague, il y en a un autre qui va lui dire un truc pour l'énerver. Et ben ça c'est 50% de nightclub en fait. On dirait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a que des bagarres, mais en fait, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait aussi toute cette petite vie dans le village. Et ça a un peu commencé avec le tome 1, et donc dans le tome 2, comme il y aura beaucoup plus de temps qui va se passer dans le village, c'est quelque chose que je vais cuisiner aux petits oignons, quoi. Et il me semble que c'est une de tes références, c'est très Tarantino, ça. À un moment, il y a une action, il se tire dessus, et puis après, ils sont dans la voiture, ils parlent. Moi, je trouve ça absolument. Pour moi, tout son génie, c'est ça. C'est pas tellement le. Alors, il y a la mise en scène quand même. Voilà, il y a la mise en scène, mais. J'aime pas forcément tous ces films, mais moi il y a un truc chez lui que je trouve absolument génial, c'est deux tueurs qui sont dans une voiture et ils vont parler de comment on appelle le Quarter Pounder with Cheese en France. Ah, ça s'appelle le Royal Cheese. Puis là on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et en fait, parle de massage. Et oui, voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, et je trouve ça absolument génial. C'est vrai que ça permet en plus de dédramatiser le côté violent. Et puis ça permet aussi de rendre les personnages attachant, décalé, et c'est vrai que quand il y a beaucoup de violence, ce qui est le cas quand même de Nightclub, c'est toujours bien d'avoir une petite soupape de décompression, enfin de rendre le truc plus léger justement avec des blagues un peu pourries ou des choses comme ça. Et c'est plus vivant, ça donne du relief. En plus, le moment de bagarre générale, il ressort parce que justement avant, il y a eu un moment plus calme oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ne serait-ce que par exemple à la fin, il y a un moment où il y a une grande bataille, ils ont au moment où il y a la corne qui résonne en disant oh là là, il y a l'ennemi qui arrive, ils ont pratiquement tous la gueule de bois. Ça, je trouve ça drôle, par exemple, plutôt que vite, allons affronter les méchants. Enfin, je trouve que le côté boy scout de certains personnages de BD, par exemple des années 60, me fatigue un peu. C'est-à-dire que il faut personnage toujours aux aguets, toujours prêt à en découdre, toujours frais, toujours d'attaque. Moi je trouve ça plus marrant quand les personnages, aujourd'hui, j'avais pas envie. Donc c'est aussi ce qui rend aussi les personnages proches de nous, hein, parce que nous aussi, on n'a pas envie d'aller bosser parfois. Donc c'est un peu humain, quoi. Voilà. Du coup, le décalage entre le fond historique et les dialogues, le parler qui est très actuel, du coup, c'était pour accrocher le lecteur, pour se dire, je vais pas lire une BD historique un peu ronflante, c'est comme le chevalier qui parle de manière très... beaucoup d'emphase. Du coup, c'est pour que le lecteur se dise tout de suite, il y a un décalage, en fait, il parle comme moi. Oui, alors là encore, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Enfin, ça existe déjà dans beaucoup de... même dans Camelot ou dans des choses comme ça. Des Fausses Carolines. Alors, Les Fausses Carolines de Cavana, oui, ça fait partie de mes bouquins préférés. C'est un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado. Et alors, je connaissais même pas Cavana à l'époque. Je connaissais pas les Ruskov, les Rital et tout ça. Et j'avais adoré parce que justement, ça se passe dans un... Alors là, ça se passe plus pendant les guerres carolingiennes. Et c'est un chevalier et son écuyer qui ont un message qui partent de Byzance, qui ont un message de l'impératrice de Byzance à apporter à Charlemagne. Et donc ils traversent toute l'Europe, évidemment il y a plein de guerres, plein de trucs. Et je dirais que c'est presque ma référence numéro 1 pour Nightclub, parce qu'il y a ce mélange effectivement de côté chevaleresque, et puis en même temps on est au Moyen-Âge, mais aussi les personnages parlent complètement comme nous maintenant, et c'est très très drôle, c'est très très cru aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé un peu de retrouver dans Nightclub au niveau des dialogues. Ouais. C'était une remarque d'Alexandre Astier qui disait s'il y avait des chevaliers à cette époque, ils parlaient peut-être plus comme nous, plus que comme ma seigneurie. Effectivement, oui, je pense que... Alors, les chevaliers, je sais pas, enfin les écuyers certainement, ça c'est sûr, mais là en tout cas en ce qui nous concerne, c'est oui, je pense qu'ils devaient même avoir un patois. Ce qui est intéressant en plus, moi ça se passe entre la 2e et la 3e croisade, donc ça
donc ça faisait déjà un siècle que en fait qu'il y avait une présence franque, enfin une présence croisée au Proche-Orient. Et en fait, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup, notamment des croisés, des Templiers, qui étaient en fait nés déjà sur place. Et je pense qu'il y avait même peut-être une langue commune à toutes les populations, que ce soit chrétiennes, juifs, arabes, ou grecs, orthodoxes. Il y avait, je pense, une espèce de langue qui était établie, où ils parlaient tous ensemble, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que finalement, j'ai pas l'impression de trop trahir quoi que ce soit, en me disant peut-être que oui, ils avaient une langue commune, ils avaient peut-être même un patois commun, et certainement un argot commun. Et je pense qu'ils devaient jurer effectivement beaucoup. Oui, comme nous peut-être. Voilà. Parce que Béthunia, donc le village, est un carrefour de passage, ce qui amène justement l'intrigue principale, parce qu'il y a du coup beaucoup de problèmes à tous les niveaux, et c'est un des ressorts de l'histoire. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ils expliquent que comme c'est entre la côte et Jérusalem, évidemment, il y a beaucoup de passages qui viennent par là, et donc c'est un village qui est régulièrement pillé, et qui un jour en a marre d'être pillé et décide de résister et d'engager. C'est pour ça donc les chevaliers. Pour revenir sur les dialogues, est-ce que tu dois te faire rire pour te dire tiens, ça c'est percutant, ça marche? Alors oui. Alors pas rire aux éclats, je suis quand même pas là à dire qu'est-ce que je suis drôle, mais quand même oui, quand même un petit peu. Enfin, disons que je peux trouver un truc drôle et puis le lendemain me dire finalement je suis pas très convaincu. Bon, évidemment, je vais demander à ma femme, à mes collègues d'atelier ce qu'ils en pensent. Bon, ça, c'est quand même des personnes autour de moi qui sont de bons conseils. Mais parfois, oui, je peux être, comme on dit, assez content de ma connerie. Par exemple, quand je trouve vraiment une blague nulle, ou quand je trouve une situation un peu burlesque, voilà, je suis assez content. Disons que j'ai au moins un petit sourire, quoi. Donc, tu es à la fois ton premier spectateur et en fait ton premier critique. Voilà. Oui, toujours, ouais. Là, je vais peut-être un peu trop loin, ou là, au contraire, je peux aller encore un petit peu plus, quoi. C'est ça, oui. Est-ce que l'éditeur, du coup, t'as un peu... Parce que ça m'a étonné que ça soit chez Dupuis, parce que Dupuis, ça reste assez traditionnel, là, ça sort un peu du cadre. Est-ce que Dupuis t'a dit que t'as donné carte blanche, ou au contraire, il t'a mis un petit peu un rail? En fait, j'ai eu assez carte blanche, dans la mesure où, contrairement à Zombielenium, qui paraissait dans le journal de Spirou, et donc qui était destiné à un public quand même assez ouvert, assez familial. Là, dès le début, j'ai dit à l'éditeur Stéphane Beaujean, écoute, là c'est vraiment pour le coup, c'est un bouquin plutôt ado-adulte. Moi, j'ai pas envie de me restreindre, de me dire tiens, ça va passer dans Spirou, donc il faut que je fasse attention. J'avais pas envie de faire attention, justement. Parce que la tête décapitée, les bras arrachés, ça passerait pas trop, quoi. Oui. En fait, oui. Là, à ce niveau-là, je voulais vraiment pas m'auto-censurer, donc j'ai tout de suite dit non, c'est pour adultes. D'ailleurs, quand je vois tous les invités aujourd'hui, je me dis le message est passé, c'est bien. Non, ça va, ça c'est bien. Non, mais parce que parfois en festival, je suis quand même obligé de dire non, alors c'est pas pour les enfants, voilà, ou alors pas tout de suite. Après, j'ai aucun doute sur le fait que les enfants, une fois que les parents l'ont acheté, ils le lisent en douce, mais bon, ça c'est pas mon problème. Mais en tout cas, oui, je voulais quand même faire un truc pour adultes, mais par contre ça veut pas dire que la violence est gratuite. C'est-à-dire que si je fais par exemple une tête coupée, il faut que ce soit graphique, soit drôle, soit incongru. D'ailleurs, ce qui est le cas dans la première scène du tome 2, commence par il y a une bagarre, évidemment, une bataille, et à chaque fois qu'il y a il y a quelque chose de violent, j'essaie de le doser pour que ce soit, que ça étonne le lecteur, que ce soit, ou à la limite, tellement violent que ça devient ridicule. C'est ce qui est le cas souvent quand il y a une tête coupée. Et dans le livre de Cavana aussi, il y a des choses que je ne peux pas décrire ici parce que ça serait pas très convenable, mais il y a des trucs aussi très très drôles. À un moment, il y a une tête d'un émissaire qui revient dans une boîte. Ils ouvrent la boîte. Bon, là, je peux pas décrire ce qu'il y a dedans. Il faut lire le livre. Il est très très drôle. Ça fait très Seven du coup. Mais là, c'est Seven, mais on va dire, il n'y a pas que la tête. Enfin, c'est pour ça que c'est drôle. Enfin voilà. Mais je vais pas en dire plus. Justement, ça me fait penser à cette scène. Ouais. Où il y a un travelling latéral. Oui. Avec un soldat qui a une lance dans la bouche. C'est ça. Voilà. Et du coup, on rejoint Tarantino où en fait il parle de quelque chose de totalement différent. Et il y a un cadavre à côté. Oui, ça désamorce.
Bah c'est ça exactement, parce que lui, alors en plus, il y a Sambotai, le guerrier tatar, enfin qui est un peu une sorte de guerrier mongol, qui est tout triste parce que voilà, il a perdu tous ses amis. Bon, et puis justement, travelling latéral. Donc je suis bien content que tu l'aies remarqué parce que c'est vrai que faire un travelling latéral en BD, c'est pas évident. Et il y a effectivement son copain qui a la lance plantée dans la bouche, plantée par en plus Galceran, qui est lui un peu l'espèce de Don Quichotte de la bande, qui est le chevalier Celui qui parle avec au emphase, sens, voilà, au sens noble du terme, avec plein de qui est tout content parce qu'il a lui tout seul vaincu l'armée tatare contre toute attente. Et donc voilà, c'est toujours effectivement essayer de jauger, de faire des là en une seule image, ouais, il y a le mélange tragique comique, le mélange humour, violence, gore. Voilà. Du coup, tu travailles avec Illustrator. Oui. Alors, tu l'as découvert il y a assez longtemps, je crois, après ton diplôme Oui. aux Arts Déco, c'est Tout ça? à fait, oui, oui. Quel est le bon côté et le mauvais côté de travailler avec Illustrator, s'il y en a un, peut-être? Moi, je vois pas de mauvais côté, puisque c'est en fait vraiment un outil que j'utilise depuis presque 25 ans. Et que j'ai toujours utilisé depuis. Donc c'est vraiment parti d'un coup de foudre. Dans les années 2000, en fait, c'est un logiciel qui maintenant pourrait presque passer pour old school. Parce que c'est vrai que maintenant, les gens utilisent plutôt Procreate, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en BD, on n'est pas très nombreux à l'utiliser. C'est un logiciel qui était plutôt utilisé pour l'illustration à la base. En particulier par Monsieur Z, qui d'ailleurs habite pas très loin, voilà, et donc j'étais super fan du boulot, et je me suis dit tiens, mais il faut absolument que j'essaye ça, parce que j'ai tout de suite accroché avec le côté aplat de couleurs, absence de contours, et donc je suis tombé dedans et j'ai jamais lâché cet outil. Est-ce que ça te permet plus de fluidité dans la composition des planches? Alors non. Alors je dirais, il y a une contrainte, mais qui est une contrainte créative. Je sais que ça peut paraître bizarre comme concept, mais la contrainte, c'est que il faut il n'y a pas de contour. Donc comme il n'y a pas de contour, il faut que les personnages se détachent par rapport au fond. Par exemple, on va prendre ici. Là, par exemple, il faut du contraste. Du coup. Alors, il faut du contraste. Il faut que les personnages soient plus clairs ou plus foncés que le fond. Parce que sinon, on les voit pas. Par exemple, là, ils sont plus foncés et c'est le sol qui est plus clair. Là, c'est l'inverse. Ils sont plus clairs. Ou là aussi, par exemple, on va prendre d'autres. Là, ils sont plus foncés que le fond. Là, ils sont plus clairs. Donc, en fait, c'est tout le temps une recherche graphique permanente pour que les personnages ressortent. Et alors même, par exemple, si un personnage... il y a la couleur de la peau. S'il passe sa main devant sa figure, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de contour, normalement la main on ne devrait pas la voir. Là pareil, alors je fais toujours une espèce d'ombre, enfin de pseudo-ombre, voilà, pour faire ressortir la main. Et donc je dirais presque que chaque scène, faut toujours un peu réfléchir à tout ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige en fait à trouver du coup une ambiance lumineuse et une ambiance colorée. Parce que tu as des couleurs vives. Ouais, voilà. Alors pour Zombielenium, c'était des couleurs plutôt ternes. Et en plus de ça, il n'y avait jamais de soleil direct. Alors que là, il y a vraiment du soleil direct, il y a des ombres, en veux-tu, en voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça force du coup à trouver une gamme colorée et à trouver une luminosité. Par exemple, j'aime bien qu'on sache quand on est le matin, le soir, midi, il y a tout un moment quand ils sont à Jérusalem, voilà, où il y a le soleil qui se couche. Par exemple, là, voilà. Ça c'est là on sait qu'on est le matin. Donc en fait, là par exemple, alors en plus, ils sortent par la porte nord de Jérusalem, donc le soleil se lève à l'est, logique. Donc ils sont en contre-jour. Donc le contre-jour, c'est hyper pratique parce qu'ils sont du coup plus foncés que le fond. Là, ils sont... Lui, par exemple, il arrive, mais le soleil est ici, donc là, la lumière vient sur le côté. Bon, ça, c'est très compliqué quand la lumière vient sur le côté, parce que du coup, j'essayais à chaque fois de l'éviter dans Zombielenium, mais là, je pouvais pas trop. Et puis après, on a... là, ils sont donc dans un environnement plus clair, donc ils se détachent du fond. Là, ils arrivent dans une forêt, et donc là, ils sont plus clairs. Enfin là, ils sont en l'occurrence plus foncés, mais là, ils sont plus clairs que
que le fond de la forêt parce que c'est plus foncé, etc., etc. Donc en fait, entre les personnages et le décor, et même entre les personnages eux-mêmes et leurs objets, leurs habits, etc., il faut tout le temps faire attention. Et en fait, c'est le fait qu'il y a la BD, enfin ceux qui travaillent avec du contour, souvent, il y en a qui font attention un peu justement à l'environnement lumineux, l'environnement coloré, mais il y en a pas du tout. Ils font juste, voilà, le ciel, on va mettre du bleu, voilà, la neige, ça va être du blanc. Et comme il y a un contour, je dirais, on s'en fiche puisque le personnage est déjà détaché du fond. Dessiné, du coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que, je dirais, ça se. Oui, enfin, c'est vrai que dans la réalité, il n'y a pas de contour, de toute façon. Mais donc, alors, c'est pas non plus, le but, c'est pas d'aller non plus vers du réalisme parfait. Enfin, ça, de toute façon, ça serait illisible. Hein. Un BD trop réaliste, je pense que ça serait un peu compliqué. Mais du coup, c'est un peu une espèce de version simplifiée, mais avec toujours, en tout cas pour cette BD-là, la contrainte de faire des aplats de couleurs. Dans Zombillenium, à la fin, je commençais un peu à faire des modelés, etc. Notamment Gretchen, je faisais toujours le modelé pour le nez. Je faisais des petits dégradés un peu par-ci par-là. Bon, là, je me suis dit, ok, je vais quand même revenir un peu aux aplats de couleurs pour avoir quelque chose de plus graphique et de plus percutant. Est-ce que Illustrator est-ce que tu storyboardes? Oui. Ah oui, toujours. Oui. Il y a des auteurs qui ne storyboardent pas, ils y vont. Si, moi je storyboard, mais même si, comme je disais tout à l'heure, après parfois je prenais un peu des libertés. De toute façon, je pense qu'on est beaucoup à faire ça. On a le storyboard, ensuite on a notre planche ou notre écran, selon, et puis entre les deux, il y a toujours le petit carnet où on va tenter des trucs, modifier des choses et tout. Donc voilà, moi je travaille comme ça par exemple. Donc tu reviens avec un crayon et un papier pour te dire ça fonctionne. De toute façon, à la base, oui, il y a toujours un crayon de papier. Mais après, je travaille directement sur écran. C'est-à-dire que je ne vais pas scanner ce que j'ai dessiné sur papier. Ok. C'est-à-dire que le dessin, pour moi, il est vraiment compris dans le geste avec le stylet et le curseur sur l'écran. Voilà. On va finir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on pourrait parler encore 3 heures facilement. Au niveau de la couverture annonce la couleur. Parce qu'il y a beaucoup de personnages différents, il y a des armures différentes, des armes différentes, il y a du sang. Oui. Nightclub fait référence à Fight Club, je pense. Alors, il y a deux références. Alors, il y a aussi le jeu de mots, Nightclub, boîte de nuit, voilà. Mais en fait, moi, c'était plutôt cette référence-là. Alors, il faut savoir que le nom Nightclub existait déjà. Alors pour plein de choses, je crois qu'il y avait même un film, enfin voilà, j'ai regardé un jour, effectivement, il y a plein de trucs qui s'appellent Nightclub. Il y a un groupe de métal qui fait un clip qui s'appelle Nightclub. Et il y a aussi un label de musique, je crois, fondé par l'un des deux Daft Punk qui s'appelle Nightclub. Voilà. Exactement. Et donc il y a plein de trucs qui s'appelaient Nightclub, mais effectivement la référence Fight Club, on me l'a sorti après. Comme le côté cinéma avec Tarantino, voilà, Nightclub, je me suis dit. Là sur la couverture, on a décidé de rajouter du sang. En fait, ce dessin, je l'avais déjà fait même avant de commencer la BD. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes armures. Mais donc on a décidé de le réutiliser pour la couve. Et le sang, c'est un peu une sorte de warning, de dire au lecteur, attention, voilà, il y a du sang. Ça va saigner. Voilà, comme l'affiche de Kill Bill par exemple. Oui, donc c'est complètement la même référence. La référence était assumée. Voilà, c'est ça exactement. On va terminer là-dessus. Donc le deuxième, tu en as déjà parlé. Quand est-ce qu'on va pouvoir le lire? Alors, le deuxième sera plutôt en... Alors, j'en suis donc à exactement 21 planches. Voilà. Je fais que ça, j'ai pas d'autres projets sur le feu. Donc, en fait, si je considère le temps qu'il m'a fallu pour celui-là, je dirais il va plutôt sortir en 2027. Je sais pas encore quand, mais je pense que je vais le faire tout au long de l'année 2026 et voilà. Parce que celui-là, le tome 1, c'est combien de temps de travail? Tout compris à écriture 2 ans. 2 ans de travail. Ouais, 2 ans facile, ouais. Je dirais même un tout petit peu plus, mais ça fait 180 planches. Enfin, mine de rien, ça fait presque l'équivalent de 4 albums de Zombillenium, presque. Donc, en fait, oui, c'est un peu plus de 2 ans. Voilà. Ok. On va arrêter là, parce que sinon moi j'aurais des questions encore jusqu'à la tombée de la nuit. Après, je vois qu'il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Ouais. Donc Arthur, merci beaucoup pour merci à vous, merci ces explications. Merci d'avoir voilà. répondu. Merci. Il est à vous. Faut que je te rende ton micro.
Ah oui, il y a le nom. Ouais.